Je dirais du centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles de Gaulle. Et les mêmes constats ont été faits au niveau des autres CHU, à savoir les CHU Yalgado et le CHU de Bobo-Dioulasso, parce qu'il y a 3 CHU au Burkina. Alors, ce serait rapide en 5-7 minutes, malgré le nombre de diapositives. Alors, donc, le rappel, on peut s'en passer. Alors, le Burkina Faso, on a une prévalence de 1,2%, avec environ 1400 enfants qui sont sous traitement ARV, et avec, pour un besoin de 9600, ce qui fait à peu près 14,5. Et je pense que c'est un défi. Il y a le plan de passage à l'échelle qui est pour 2011-2015, et je pense que toute l'équipe pédiatrique, en tout cas, a pris l'engagement de faire la prise en charge de ces enfants. Bon, un peu d'historique en 1 minute. Le début de la prise en charge au niveau de Charles de Gaulle, c'est en novembre 2002. Et il y a eu des étapes qui ont été franchies avec la mise en place d'un comité thérapeutique, la prise en charge, le soutien alimentaire. En 2003, les dossiers médicaux spécifiques aux enfants, etc. Bon, on peut s'en passer. En mars 2011, la première édition de ce séminaire pédiatrique sous-régional avec 2 pays qui avaient été invités à l'époque, le Niger, le Tchad. Quelle est l'organisation de la prise en charge? J'ai tenu à faire ces petits rappels pour montrer, pour camper le décor, en se disant que plus ou moins les conditions sont réunies pour une bonne prise en charge. Malgré cela, il y a des échecs thérapeutiques. Alors, une équipe pluridisciplinaire avec des pédiatres, biologistes, pharmaciens bien engagés dans cette prise en charge, avec une infirmière responsable de la consultation d'observance, une infirmière au niveau de l'hôpital du jour, une psychologue et une assistance sociale. Alors, donc, les exercices, des activités au niveau médical, au niveau psychosocial. Il y a un bilan pré-thérapeutique, les consultations d'observance. Alors, le schéma thérapeutique de première ligne, DKT 3TC plus DKT ou AZT plus 3TC plus lévirapine, bon, le schéma classique pour la première ligne, et le schéma pour deuxième ligne, DDI, abacavir et lopinavir, ritonavir. Au niveau de la pharmacie, la vérification est faite pour ces prescriptions par le pharmacien et puis les préparateurs pour se rassurer en tout cas de la bonne prescription, et la dispensation est faite selon les règles de l'art à leur niveau. Alors, le suivi psychologique, l'assistance sociale, etc. Alors, les échecs thérapeutiques. Donc, en 2008, après la prise en charge qui a débuté en 2003, nous avons fait le point de la prise en charge et on a constaté en son temps 32 cas d'échec au traitement. Donc, ça fait l'objet d'une publication au niveau de médecine tropicale en 2010. Et en 2011, septembre 2011, on a actualisé ces données et actuellement, on est à 60 cas d'échec thérapeutique. Alors, donc, la définition de l'échec thérapeutique selon les normes de l'OMS est sur les 422 enfants qui sont sous traitement ARV au niveau de l'hôpital pédiatrique Charles de Gaulle, il y a 60 qui sont en échec thérapeutique. Et quelles sont les caractéristiques? Bon, c'est le VIH1, avec l'âge moyen, 12 ans, une prédominance de garçons, 41 contre 19 filles. Alors, le niveau de scolaire, les lieux de résidence, le statut d'orphelin, on a constaté que dans la moitié des cas, un enfant sur 2 était orphelin d'au moins un des parents. Alors, le statut sérologique des parents, comme d'habitude, les mères acceptent, mais les pères, on n'a pas pu avoir le statut sérologique pour tous les pères. Le profil clinique, l'infection opportuniste, TB-VIH, a été observé chez certains enfants, les pathologies dermatologiques, les candidoses orales. Par rapport
rapport au schéma thérapeutique, on a constaté que les enfants en échec thérapeutique, la majeure partie était, dans 21%, étaient sous DKT, T3, TC, névirapine. Sinon, bon, il y a les autres schémas thérapeutiques en fonction de l'état clinique de l'enfant, l'inclusion, l'existence de l'anémie ou pas, et l'âge de l'enfant inférieur ou égal à 3 ans. En échec virologique, il y a 57 enfants, soit 95% des enfants qui étaient en échec thérapeutique. Alors donc, cette image pour montrer l'évolution de la charge virale en cas de succès, je m'excuse, ça aurait dû être le contraire, le vert pour le succès, disons le bleu pour le succès et le rouge pour l'échec. Donc, mais l'échec ici se trouve en bleu, donc l'évolution de la charge virale en fonction de l'échec thérapeutique ou bien du succès thérapeutique. Pour l'échec immunologique, malheureusement, nous n'avons pas pu actualiser ces données parce que depuis près d'1 an, l'appareil de CD4 était en panne. Donc, il y a 2 semaines seulement que les CD4 ont repris. Ça ne vient pas. C'est planqué. C'est planqué. Ouais, ça ne vient plus. OK, voilà. Donc, l'évolution des CD4, ceux qui sont en échec thérapeutique, on voit en bleu, et en rouge, le succès avec l'évolution des CD4. Bon, la répartition des enfants selon le type d'échec thérapeutique, on a constaté que la majeure partie était un échec virologique dans 33% des cas. Les facteurs associés aux échecs thérapeutiques, la disponibilité des ARV, les prescripteurs, point d'interrogation, on a constaté que 57 patients ont commencé leur traitement ARV au centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles de Gaulle. Il y a 3 qui ont commencé au niveau des associations hors de l'hôpital. Donc la question, bon, le protocole national n'était pas toujours respecté et il y a eu des ruptures fréquentes à leur niveau. Les causes liées aux patients. La mauvaise observance du traitement a été observée dans plus de 60% des cas. Et ayant trait à cette mauvaise observance, il y a la lassitude dans la prise de traitement ARV. Les causes liées au virus. On a pu bénéficier du génotypage dans 6 cas avant le traitement et dans 40 cas après 12 mois de traitement, avec l'appui du centre hospitalier du CHU de Rouen, puisqu'on a un partenariat avec le CHU de Rouen. Donc les prélèvements sont faits au niveau de l'hôpital et envoyés au CHU de Rouen avec l'engagement, en tout cas la détermination de l'équipe du laboratoire du professeur Ouedraogo Rasmata, qui est vraiment engagé pour le suivi de ces enfants. Quelles sont les différentes mutations qui ont été observées? Bon, hier, on en a discuté avec Marie-Laure. Il y a des mutations majeures par rapport à la reverse transcriptase. Tout ce qui est en rouge sont considérés comme des mutations majeures. Quant aux mutations mineures au niveau des antiprotéases, on a enregistré surtout des mutations mineures qui ne sont pas en mesure de donner des résistances. Donc, quelles sont les causes liées au virus? Les mutations ayant trait aux résistances, c'est ce que j'ai dit, les M184V, qui entraîne une mutation majeure responsable de la résistance à la lamivudine. Ça a été observé chez 4 enfants. La T215F, mutation majeure associée à la résistance à l'AZT et à la D4T. Et puis, bon, il y a les autres mutations associées à la résistance à l'efavirenz, à la névirapine. Il y a des mutations de type polymorphisme suivant sur les gènes de protéase qui sont considérés comme non responsables de résistance. Bon, cette diapositive, je l'ai empruntée avec le professeur Stéphane Blanche lors de sa dernière présentation et je pense que Marie-Laure en a parlé tout à l'heure par rapport aux différentes mutations et les ARV qu'il faudrait en tout cas qui sont susceptibles avoir des résistances avec les virus. Quel a été le devenir des enfants qui sont en échec thérapeutique? On a constaté un taux de létalité de 25%. Il y a 8 enfants qui sont décédés avant la mise en place du traitement de deuxième ligne.
et il y a eu un refus du traitement de molécules de deuxième ligne. Alors, le schéma thérapeutique pour le traitement de deuxième ligne, c'est abacavir, DDI, lopinavir, ritonavir, et abacavir 3TC et lopinavir, ritonavir. Il y a eu des effets indésirables sous forme de troubles digestifs. Donc, en conclusion, qu'est-ce que nous avons pu tirer? L'échec au traitement ARV est une préoccupation en pédiatrie. C'est vrai qu'il y a d'autres préoccupations majeures. Notre préoccupation majeure actuellement, c'est pouvoir enrôler le maximum d'enfants dans cette prise en charge pédiatrique, parce qu'il y a beaucoup d'enfants encore qui ont besoin d'être pris en charge sur le plan thérapeutique. Mais il y a ce problème d'échec qu'on doit avoir en vue. L'importance du suivi clinique, du suivi des CD4 et de la charge virale, et l'importance du dépistage précoce de ces échecs thérapeutiques, et le rôle important de la mauvaise observance au traitement, d'où la nécessité d'une véritable éducation thérapeutique, parce qu'on a constaté que la majeure partie des enfants sont en échec à cause du problème d'observance du traitement. Donc, on compte en tout cas améliorer ce volet. Et en dernier point, la collaboration nord-sud, à savoir si possible le transfert de la technologie et des compétences pour le dosage des ARV, si c'est possible, plus ou moins, et le génotypage de résistance, ça s'avère nécessaire. Sinon, actuellement, en tout cas, on reste encore accroché au CHU de Rouen, et il y a des prélèvements même qui sont partis, il n'y a pas si longtemps, on attend les résultats pour pouvoir continuer. Mais je tiens à le dire qu'avant que les résultats ne viennent, quand on fait le point, on voit que le malade est bien observant et qu'il n'y a pas d'autres facteurs qui expliquent en tout cas l'échec thérapeutique. Donc, ce sont des critères, en tout cas, pour pouvoir passer en seconde ligne. Par contre, s'il y a ce problème d'observance, d'éducation thérapeutique, l'accent est mis sur ça pour pouvoir, et on continue avec les traitements de première ligne. Nos remerciements au laboratoire du CHUP Charles de Gaulle, laboratoire de Rouen, au comité thérapeutique du CHUP Charles de Gaulle et bien sûr à JIP Esther. Grâce à lui, on a pu commencer le traitement au niveau de Charles de Gaulle. Et bien sûr, grâce à JIP Esther, on est là aujourd'hui. Et j'espère qu'on pourra être ailleurs l'année prochaine ou bien encore au Bénin. Merci.